fais du choix aussi. Deux pistes différentes, mais celui-là, c'est soit sur... Il a étudié à l'autre bout du monde, il est un amoureux de la nature. Quand j'étais plus jeune et qu'on m'emmenait au parc de la Tête d'Or, c'était très difficile de me faire avancer à partir du moment où je voyais des canards qui passaient devant moi. Donc tu vois, il y avait une attirance toute bête pour la nature. Premier choc environnemental avec un agriculteur en BTS. Il passe sa vie dehors, à être dans les champs, à être confronté à ce qui se passe dans la nature autour de lui, et le gars te répond bah, moi l'environnement c'est pas mon métier. Et ça a été un déclic assez fort. C'est avec curiosité qu'il a fait évoluer son envie de changement. Je suis curieux, c'est bien, je comprends ce qui se passe. Maintenant, comment est-ce que j'agis pour que ce que je comprends ce qui se passe ne se passe plus? C'est en Australie qu'il agit concrètement pour la première fois. On peut aller faire un truc marrant, aller faire du kayak, c'est cool, mais en plus on va le faire de façon utile, parce qu'on a vraiment bloqué le bateau. Aujourd'hui, il est directeur de Pau, Protector Winter. Je pouvais avoir un métier qui mélangeait ski et environnement, qui était quelque chose que j'avais jamais osé imaginer, on va dire. L'une est sportive de haut niveau. J'ai été plusieurs fois championne du monde. L'autre est un montagnard comme on dit. J'ai toujours voulu, in fine, habiter en montagne. Liv et Fred Sansoz sont frères et sœurs. Pour eux, la montagne, c'est leur vie. On a une bonne base de valeurs et liée à la montagne. Les deux ont conscience que la montagne doit être préservée. C'est en arrêtant la compétition et en revenant à la montagne, qui était quand même ma passion première, que j'ai réalisé en fait. Le déclic un petit peu pour aller plus loin sur ces questions environnementales, on va dire, ça a été de prendre le réchauffement climatique directement dans la face. Là. Portrait de Antoine Pin, l'engagé convaincant, et Liv et Fred Sansoz, la fratrie de Tarentaise. Change Maker. Individu qui entend contribuer à changer les choses pour notre monde de demain et inspirer les autres à faire de même. Dans un milieu comme la montagne, où les enjeux financiers et politiques liés au tourisme sont tellement importants, reste-t-il de la place pour la conscience des urgences environnementales? À un salon là où j'avais été invité, l'élu se vantait que la politique de la commune était de faire avancer les choses au niveau environnemental, lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, il y a une question du public, un moniteur de ski qui dit j'entends ce que vous dites, mais je ne vois pas vraiment dans le concret ce que vous avez fait là depuis plusieurs années que vous êtes au pouvoir. Et là, l'élu dit oui, mais vous savez, c'est des processus de long terme, donc il faut que ça se mette en place, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, le moniteur, il lui dit les bâtiments du Club Med, eux, ils se font du jour au lendemain. Hein. Ça avait apprécié tout le monde. On a eu quand même le président de la Fédération internationale de ski qui, il y a 2 ans, nous expliquait que de toute façon, il y avait eu 50 cm de neige devant chez lui, donc le réchauffement climatique n'existe pas. À tous ceux qui venaient vers moi en grelottant, je disais « Bienvenue dans le réchauffement planétaire ». Ça pique un peu, mais vu la réaction des athlètes et des marques qu'il y a eu à tout ça, on se dit que ce personnage-là ne nous représente plus. On construit toujours plus, des nouveaux télésièges, des nouveaux immeubles, et puis comme on a des nouveaux immeubles, on fait des nouveaux télésièges, et c'est un peu certains l'appelleront le cercle vertueux, moi je l'appellerais plutôt le cercle vicieux. Enfin, pour moi c'est une fuite en avant. Soit on continue cette fuite en avant, c'est-à-dire qu'on croit comme ça avec des capacités qui augmentent, on détruit toujours un petit peu plus l'environnement et puis à un moment donné ça risque de coincer, on va tomber de haut. Soit aujourd'hui on est déjà monté assez haut et on essaye plutôt d'accompagner une mutation de notre tissu économique. Je pense que ça qui est hyper important. Il y a une réelle prise de conscience. Conscience. Faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger.
une vraie prise de conscience. Et un des ateliers auxquels on a participé récemment, que j'ai eu la chance d'animer, qui était l'atelier de la transition du tourisme en Tarentaise, on a eu une 50aine de personnes qui étaient présentes, certes des militants citoyens, des associations, mais on avait la SNCF qui était avec nous, on avait le département, on avait la région, on avait des directeurs de remontée mécanique, on avait des maires de montagne, etc. Et 50 personnes qui se sont réunies pendant 3 heures pour parler de l'avenir du tourisme en Tarentaise, et pas du ski, l'avenir du tourisme en Tarentaise. C'est des signaux, c'est peut-être même plus des signaux faibles, c'est des signaux que la prise de conscience est réelle. On a encore les moyens de le faire, donc il faut y aller. Il faut y aller, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'argent, et il faut que tous les acteurs, ensemble, se disent « Ok, on a une mutation à opérer, et on y va, de façon synergique, quoi. » C'est-à-dire, on arrête d'être chacun dans son coin et de se taper un peu dans les pattes et de ne pas être d'accord. Il faut qu'on ait des objectifs communs vers ce truc-là. Une des choses qui me pose problème avec le modèle actuel, c'est que tu as beaucoup d'argent qui est généré en montagne qui ne reste pas en montagne. Donc si, au lieu d'avoir des intérêts internationaux ou même des intérêts nationaux, où l'argent part dans des compagnies beaucoup plus grandes que ce qui se passe sur le territoire, déjà cette question-là serait différente de dire l'argent qui est amené par les vacanciers notamment, et l'énergie aussi, parce que c'est pas que de l'argent, c'est pas juste des porte-monnaies sur pattes, ces gens-là. S'il sert à construire l'endroit dans lequel il est dépensé, tant mieux. S'il sert à engranger des bénéfices à des centaines de kilomètres de l'endroit où l'argent a été dépensé, je pense que c'est là où on tombe dans cette dérive. Un tourisme qui reste essentiel à l'économie des régions de montagne, mais existe-t-il un tourisme respectueux de l'environnement, un tourisme durable ? En termes d'émissions carbone pures, le problème, il n'est pas que les gens aillent quelque part, le problème, il est comment les gens vont à cet endroit. Et si on avait un maillage ferroviaire qui ne dépendait pas uniquement du train à grande vitesse et qui avait des vraies dessertes, des vraies fréquences et un service du fameux dernier kilomètre qui permet de te relier de ta gare à ton centre de villégiature, la question de savoir si on a beaucoup de monde qui vient en montagne, elle serait différente. Ça veut dire qu'on n'aura plus de monde sur les routes, ça serait dans les trains, dans ce genre de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs semaines où on est en over-tourisme, donc en fait on a vraiment des pics touristiques qui sont hyper impactants sur le territoire. Donc je pense que déjà il faut vraiment faire en sorte que ces pics, on ne les augmente pas, et voire même si possible qu'on écrête un petit peu ces moments-là qui sont durs pour tout le monde. Et puis après, l'avenir nous dira un petit peu comment est en train d'évoluer le tourisme hivernal, parce que on sait qu'il y a de moins en moins de journées skieurs vendues. Il est possible qu'il y ait des années où il y a un petit peu moins de clientèle. Donc moi, mon idée, c'est plutôt de se dire, si jamais ça vient vers moins de monde, on accompagne ce mouvement-là pour que ça se passe bien pour tous les acteurs. À mon avis, il existe un monde quelque part, à nous de le trouver, de l'approcher, où tu peux être un territoire de tourisme, mais vivre indépendamment aussi de tes touristes. Où tu peux être un territoire de tourisme, mais ne pas être dépendant d'une seule condition climatique. On veut peut-être rééquilibrer un petit peu l'activité économique pour éviter d'avoir des dommages d'un côté et aussi être un petit peu plus résilient face au XXIe siècle dans lequel on est rentré plein fer depuis quelques temps, avec les questions de changement climatique, les questions de changement d'habitude du tourisme. On voit qu'aujourd'hui, clairement, le tourisme, c'est un des premiers secteurs touchés par la crise du Covid. Donc du coup, on se rend vraiment compte qu'on n'avait aucune capacité à encaisser un petit grain de sable dans la mécanique par rapport au tourisme. Et c'est vrai pour le tourisme d'hiver, mais pour tous les tourismes. Donc moi aujourd'hui, je pense plutôt que c'est une histoire de rééquilibrage. Et donc à un moment donné, on a un état existant, il faut le maintenir, le pérenniser évidemment, mais pas forcément le faire encore plus croître, puisque ça risque de déséquilibrer encore plus. Et par contre, il faut arriver à trouver d'autres secteurs économiques qui sont le pendant du tourisme pour avoir quelque chose un petit peu plus à l'année, un petit peu plus fort dans la durée, et qui nous permettra de nous retourner si le tourisme a vraiment des gros problèmes certaines années, des hivers sans neige par exemple. Tant qu'on n'aura pas envisagé la question de la transition du tourisme en montagne comme la question d'une perte industrielle dans d'autres régions, comme par exemple la perte de l'activité minière qu'il y a pu avoir dans le Nord ou à Saint-Étienne ou ce genre de choses-là, on n'arrivera pas à faire une vraie transition. Il faut vraiment à mon avis, qu'on envisage ça comme une perte d'activité
dû à une conjecture extérieure pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose et pour lesquelles il va falloir s'adapter à tout prix. Le tourisme en montagne, c'est aussi le sport et les activités de plein air. Comment se comportent les grandes marques qui vivent aussi de ce tourisme? Est-ce que les activités dites outdoor se présentent en montagne? Sont-elles aussi en mesure de devenir responsables et respectueuses des chartes environnementales? Les marques, il y a aussi une prise de conscience qui s'est opérée au niveau du sourcing, au niveau de la fabrication. Les marques, elles essayent quand même maintenant de faire un effort et de rapatrier les choses sur l'Europe. C'est pas toujours possible pour tout, mais pour certaines choses, ça l'est. Quand il y a une dizaine d'athlètes du team international qui demandent aux marques en fait, de travailler avec plus de matières recyclées, d'essayer de faire des vêtements qui ont moins de toxicité et que derrière on est écouté, on voit qu'il y a cette prise de conscience qui s'est faite et que les marques ont aussi maintenant une réelle volonté de changer les choses. Quand un packaging avant un casque, on recevait un casque, donc film plastique, carton autour, on supprime un film plastique sur la production d'un modèle de casque et c'est déjà des centaines de tonnes de plastique qui sont plus à produire et plus jetées du coup dans la nature et à devoir être retraitées. Et ben on se dit que voilà, on peut dupliquer ça sur tous les produits et on va aussi gagner là en moins de pollution et moins de production de plastique. Donc je pense que les marques, elles prennent conscience qu'il faut aussi modifier leurs matières premières, leur façon de produire et aussi derrière les produits, est-ce qu'ils ne peuvent pas les récupérer? Est-ce que des cordes d'escalade usées, on ne peut pas les récupérer et les transformer en autre chose? Est-ce qu'une chaussure de ski, on ne peut pas la récupérer derrière, faire une collecte et la transformer en autre chose? Et ça, c'est un discours qu'on entend et qu'on n'entendait pas avant. Donc il y a aussi du déplacement, du mouvement dans les marques, dans l'industrie de l'outdoor et c'est plutôt quelque chose de positif. Et c'est plus quelque chose de « oh là là, ils nous embêtent avec leur demande d'avoir moins de plastique sur les produits ou d'avoir… telle ou telle membrane faite à partir de matières recyclées ». C'est maintenant, on voit une réelle volonté des marques et c'est hyper encourageant. J'ai une position qui est délicate en tant qu'athlète qui travaille avec des marques et qui essaye du matériel, mais on peut aussi donner l'exemple en disant je ne prends pas la veste de l'année prochaine, je garde la mienne jusqu'à ce qu'elle soit vraiment finie. Parce que voilà, je suis aussi dans cette démarche de vouloir montrer qu'il faut qu'on fasse tous un effort au niveau aussi de la consommation du matériel. Je pense qu'il y a aussi pas des phénomènes de mode, mais des tendances. Moi, personnellement, quand je vais en montagne, si je peux avoir du matériel plus léger et porter 8 kg au lieu d'en porter 13 sur une journée de 15 heures, forcément, oui, je vais favoriser le matériel plus léger qui va être vite abîmé. Un sac à dos plus fin, plus léger sur le rocher, je sais que je vais l'abîmer en une saison d'été, alors qu'avant, on avait nos sacs à dos encore durables, bien épais, qu'on a gardé 4 ou 5 ans. Mais on en revient aussi, parce qu'au final, se dire « Ah ben non, ce sac à dos, finalement, je l'ai abîmé au bout d'un mois et demi et ça ne me plaît pas », je reprends un sac à dos un peu plus solide, donc un peu plus durable. Est-ce que c'est une volonté profonde ou une volonté commerciale? Et ce qui compte, c'est le résultat, c'est vers où on va. Et finalement, si on va vers du mieux, il faut y aller. Même si la volonté de départ, c'était plus du commercial, si on va vers du mieux, moi je dis pourquoi pas. Il faut encourager toutes les démarches qui amènent à aller vers du mieux. Les sportifs de haut niveau sont aujourd'hui conscients qu'ils doivent pratiquer leur discipline en respectant l'environnement. Mais est-ce toujours possible? Sont-ils aidés dans cette démarche? Il y a une certaine forme de culpabilité, mais que j'ai un peu transformée en me disant « Ok, ce que tu as fait, tu l'as fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as une carrière de compétitrice et c'était quasiment obligé de prendre l'avion pour me déplacer sur les Coupes du Monde, sur toutes les compétitions internationales. Mais aujourd'hui, je peux rendre à la fois à ma communauté et à la montagne. Et ce qui a été fait, ça ne va pas s'effacer, mais j'ai des choses à faire maintenant qui peuvent être plus en accord avec ma vision des choses et la personne que je suis devenue au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de paradoxes à être athlète, à travailler avec des marques et en même temps à avoir un discours porté sur l'environnement. Mais si des personnes comme moi, on ne le fait pas, on peut se dire qui va le faire? Je préfère en fait être critiquable, me faire critiquer. De toute façon, personne n'est blanc comme neige, mais agir à mon niveau pour que mon terrain de jeu, mon environnement soit protégé. Assez rapidement, je me suis rendu compte que
On faisait énormément de kilomètres pour aller grimper. En fait, les grimpeurs, on veut toujours être dans les plus beaux sites du monde. On prenait l'avion pour aller en expédition 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. Et assez rapidement, je me suis dit non, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Mon projet de gravir les 82 4000 mètres des Alpes qui sont répartis entre la France, la Suisse et l'Italie avait cette notion en fait de montrer aux autres alpinistes qu'on pouvait vivre une aventure vraiment belle sans parcourir le reste du monde. Et c'est pour ça que je l'ai faite. C'était une des raisons qui m'a motivée à faire ce projet, c'était de me dire finalement, en sortant de la maison, à 2 pas de chez moi, j'ai un terrain de jeu qui est presque inépuisable, qui est presque infini. Et autant montrer aux autres aussi qu'on peut vivre des choses géniales sans avoir à partir à l'autre bout du monde. Des fois, on est dans des voies qu'on a déjà faites dans le passé. Je pense notamment aux voies en face sud de l'aiguille du Midi. Et là, on voit vraiment qu'il y a énormément d'eau qui ressort dans les fissures. En fait, c'est le permafrost qui fond. Et on a toute cette humidité qui ressort de la fissure. Alors, on ne peut pas ne pas le voir. Hein. C'est quelque chose qui est là, qui est hyper présent. Et on se dit, bon, derrière, ça bouge, ça change, il faut faire attention. Et il y a même des fois, en fait, on peut se retrouver en paroi et sentir que ça vibre. Et là, en fait, il faut faire demi-tour. C'est que ça va s'écrouler dans... Il y a l'exemple du Trident à côté du Grand Capucin, donc c'est je ne sais pas combien de tonnes de rochers qui sont écroulés en septembre 2018. Il y avait un guide italien avec 2 clients dans la voie classique qui s'appelle la voie L'Épinay. Il a senti que ça vibrait, il a fait demi-tour. Le lendemain matin, il y avait toute la face qui était en bas. Toute la face. Investi personnellement pour l'environnement jusqu'à en faire aussi son métier en rejoignant l'association Protect en Winter, est-ce la solution pour changer les comportements ? Je nous considère comme une porte d'entrée spécifique à des questions globales. On est d'abord une plateforme d'éducation à la chose climatique pour les gens passionnés de montagne, leur donner toute l'information, toute la science pour avoir une compréhension non pas exhaustive, mais à jour sur la situation climatique. En tant que plateforme également, on va partager des occasions d'engagement, que ce soit des votations, des consultations publiques, des appels à sollicitation. En fait, on se veut, nous, comme un organe facilitateur de ces connaissances-là. Donc mon travail à moi, il n'est pas forcément de tout inventer, il est plutôt d'aller chercher, compiler des données, compiler des informations, compiler des articles et les transmettre à notre communauté donc. Et ensuite, on crée nous-mêmes du contenu. On a d'abord un blog sur lequel on va publier des articles qu'on a nous-mêmes écrits, la production de notre contenu pour notre web-série qui s'appelle Climate Lines, dont le but est de faire se rassembler des athlètes professionnels et des scientifiques autour d'une question climatique en particulier. Et en fait, l'idée est de partir d'un constat qui aurait été établi par ces athlètes professionnels à travers leurs pratiques et de le confronter à la réalité de la science et en fait de faire un rapprochement entre ce qui a été constaté par des individus qui eux passent du temps en montagne à quelle est la réalité climatique derrière tout ça. Là on est 70 mètres sous l'arête qui permettent de descendre jusqu'à la vallée Blanche et on vient assez paradoxalement étudier le permafrost sur un glacier suspendu. Il se trouve que ces glaciers suspendus, ils matérialisent justement la présence de permafrost dessous. Ça veut dire que le rocher, 16 mètres sous nos pieds, il est complètement gelé. Et notre objectif, dans une dynamique de modéliser les températures en surface, c'est justement de savoir quelle est la température entre le glacier suspendu et le rocher. Po Protector Winter, c'est né aux États-Unis en 2007 à l'initiative d'un snowboarder qui s'appelle Jeremy Jones. Il crée son entreprise Jones Snowboard aussi et il prenait un peu conscience de tous les changements qu'il voyait. Et sa réflexion très nord-américaine s'est dit à quoi ça servirait de créer une société de snowboard dans un monde où la neige va disparaître. Et moi, si je veux vendre des snowboards et si je veux pratiquer le snowboard, il faut qu'il y ait de la neige. Pour qu'il y ait de la neige, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je me renseigne sur le climat et sur les raisons pour lesquelles elle semble disparaître. Et donc, il faut que j'oriente ma vie en conséquence pour pouvoir protéger ma passion. Donc, il est vraiment parti sur cette base-là d'une fédération, d'une plateforme pour les athlètes qui veulent s'engager pour préserver leur métier.
Et depuis, c'est devenu une plateforme politique pour la prise de parole de ces athlètes-là et de la communauté, une plateforme d'éducation aussi aux sciences environnementales qui touchent plus particulièrement notre milieu. Ça s'est bien transmis à travers tout le monde. Maintenant, on est 14 antennes nationales. Et très récemment, l'année dernière, on s'est constitué en un mouvement Pau Europe pour pouvoir chapeauter un peu tous les chapitres qui sont en Europe. Mais tu as aussi Pau Japon, tu as Pau Pakistan certainement qui va ouvrir bientôt. Tu te rends compte que cette passion-là, elle peut faire partager des valeurs à travers tous les continents. Et d'un autre côté, c'est un peu désespérant parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on parle à chaque individu en fonction de ses passions et que, en tout cas nous dans notre expérience, le partage de ces valeurs-là sur une base un peu générale, de parler à tout un chacun, on se rend compte qu'on n'a pas l'oreille de tout le monde, quoi. Sinon la situation climatique ne serait pas celle qu'elle est maintenant. Donc nous on a choisi ce petit coin de la communauté globale qui est les gens qui aiment vraiment être ça en montagne, que ce soit en été ou en hiver, et qui, par le spectre des activités qu'ils y font, arrivent à trouver la motivation, la force et la solidarité pour s'engager dans leur vie de tous les jours. Le réchauffement climatique est là, avéré. Mais pourtant, le développement des stations de ski et de l'immobilier en montagne continue. Quel pourra être l'avenir de cette course folle vers toujours plus de construction en montagne ? Certains groupes s'organisent pour y réfléchir et proposer des alternatives. Le point de départ, c'était toujours un projet supplémentaire dans une grosse station, 100 millions d'euros, 50 000 m², 1000 litres touristiques pour du haut de gamme avec une clientèle 80% étrangère. Et boum, on fait sortir un énorme bâtiment de terre dans un site qui était vierge. Face à cette fuite en avant qui ne s'arrêtait jamais, alors qu'on croyait depuis 20 ans que ça allait s'estomper, c'était de se dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd avec ce type de projet-là, est-ce qu'il faut vraiment les faire, est-ce qu'on en a besoin, voilà, quelles sont les retombées. On a creusé vraiment avec un petit collectif là, de citoyens toutes ces questions-là pour avoir vraiment toutes les données, les tenants, les aboutissants. Et on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément judicieux, même si à court terme, effectivement, ça crée quelques emplois, ça a des retombées économiques. Mais en tout cas, sur le long terme, ça ne nous paraissait pas du tout judicieux de continuer dans ce type de projet-là. Il est ressorti en gros 3 axes pour faire évoluer les choses ici. C'était reprendre un petit peu le contrôle démocratique des décisions et des projets structurants qu'il y a sur le territoire. Donc au lieu que ce soit un gros groupe étranger qui vienne voir quelques élus et qui disent « Regardez, c'est ça que vous fassiez », c'est de dire on veut que les citoyens et tous les acteurs se mettent autour de la table pour décider de ce qu'on veut en fait réellement dans le futur pour le territoire. Secondo, c'était de stopper un peu la fuite en avant justement en disant on fait un moratoire sur les projets un peu pharaoniques qu'on a dans le territoire pour permettre de prendre ce temps-là un petit peu de réflexion et d'élaboration d'une vision du futur. Et puis troisièmement, c'était de se dire bon, on a quand même un problème avec le réchauffement climatique. Notre économie, elle est directement impactée par ce phénomène-là. On veut que notre territoire, il prenne les devants et vraiment, il soit innovant et il y aille à fond dans cet axe-là et qu'on prenne le taureau par les cornes sur la question du réchauffement climatique, si je peux dire. C'était une sorte de lobby citoyen qui voulait un petit peu peser, notamment sur les dernières municipales. Donc on a eu quand même des résultats qui ont un petit peu évolué en Tarentaise. Donc ça fait qu'on a des équipes municipales maintenant qui sont beaucoup plus prêtes à collaborer sur ces questions-là. Et on espère que par la suite, on va continuer comme ça à travailler avec tout le monde. Je pense qu'il y avait une petite prise de conscience quand même de plus en plus de personnes de ces phénomènes-là. Mais jusqu'à présent, on n'était pas en capacité en Tarentaise de dire ce développement économique, il n'est pas forcément pertinent. Oui, on vit du tourisme, mais on n'est pas obligé de tout accepter. Et donc de l'avoir un petit peu mis sur le devant des projecteurs, je pense, ça a permis d'un petit peu faire bouger les consciences et qu'on arrive à des projets au municipal, donc des listes qui se lancent avec ces questions-là vraiment mises sur la table. J'espère que notre petite initiative, elle a permis d'impulser un peu plus loin et que du coup, aujourd'hui, on a la situation qu'on a actuellement qui paraît plus favorable que par le passé pour avancer là-dessus. Typiquement, les élus, c'est des citoyens lambda, ils n'ont pas plus de connaissances que monsieur tout le monde sur les questions d'environnement en particulier, ils n'ont pas eu de formation, ils regardent la télé un peu comme tout le monde. Avec ce lobbying citoyen, l'idée c'était d'aller chercher l'information sur ces questions-là
et de la synthétiser et de la mettre à disposition en la vulgarisant pour que tout le monde puisse s'en emparer s'il voulait, pour que finalement tout le monde monte un peu en compétence sur ces questions-là, parce que on n'est pas très au point en fait. On a plusieurs milliers de personnes qui ont signé et beaucoup de locaux. On a eu beaucoup de partages plus larges sur Internet, des dizaines de milliers de partages. On a régulièrement des feedbacks de gens qui veulent soutenir l'initiative, qui continuent, qui disent comment on s'engage, comment on y va, on n'est pas seul dans notre coin, etc. Donc on espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui soient OK de se dire allez, on y va et on apporte notre pierre à l'édifice. Je crois quand même que les choses sont en train de bouger. Pour la première fois, on entend des hommes politiques parler de ces questions-là, les acteurs, les gros acteurs de stations de ski aussi, ouvrir les portes, tendre la main pour essayer de bosser ensemble sur ces questions. Et même si c'est tard, en fait, de toute façon, c'est mieux vaut tard que jamais. Il faut y aller. Il faut y aller. Et aujourd'hui, nous, en tout cas en Tarentaise, avec l'initiative de Pacte Tarentaise, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, en tout cas, de bosser avec tous les acteurs. Et on voit que quand même, il y a un terreau fertile aujourd'hui, qui n'était pas là il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Et ça, c'est quand même super encourageant de ce point de vue-là. Donc maintenant, il faut qu'on y aille tous, quoi. Tout est réuni pour que les comportements changent, que nous devenions acteurs. Mais notre société telle qu'elle est aujourd'hui, est-elle prête à ces changements indispensables? Ce que j'ai envie, c'est pas que les gens m'écoutent, c'est que les gens réalisent l'intérêt qu'eux ont dans tout ça, en fait. Qu'ils aient envie d'agir pour eux, pas qu'ils aient envie d'agir pour la planète. Enfin, je veux dire, la planète, elle s'en sortira très très bien. Qu'ils se rendent compte que il y a un cadre autour d'eux qui ne fait rien pour les aider. On connaît toutes les images de surpêche, on connaît tous les images des abattoirs, enfin tous ces trucs-là, mais on est dans une léthargie commune, dont je fais partie, qui nous empêche de remettre tout ça en cause. On vit dans un système qui est pour l'instant pas là pour nous aider à faire des meilleures actions. Si tu viens exiger aux gens dans ce milieu-là de changer du jour au lendemain, alors que leur métier depuis 50 à 70 ans, c'est de mettre le plus de cul possible dans un télésiège, et tu leur dis aujourd'hui il faut que vous fassiez de l'environnement, par contre on vous donne pas de moyens, on vous donne pas d'idées, on vous donne pas les occasions de le faire, ça va être compliqué, quoi. La façon dont on vit, il y a beaucoup d'injonctions de la part de toutes les entreprises de ce monde-là, par le biais de la publicité notamment, qui nous disent fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, vis comme ça, achète ci, etc. Alors que du coup, si tu as le message d'un petit écolo d'un côté qui dit hey les gars, regardez, peut-être que pour partir en vacances, c'est pas la peine de prendre l'avion, on peut trouver des trucs super chouettes à côté. Si en face de ça, il y a l'industrie des aéronautiques qui t'envoie des messages de pub en permanence à Ibiza, à machin, ou les magazines de grimpe qui disent hey, regarde, le nouveau spot à la mode, c'est en Chine ou c'est je sais pas où. Et ben, tu as beaucoup plus d'injonctions à aller dans la mauvaise direction qu'à aller dans la bonne direction. Donc je pense qu'il y a tous ces phénomènes-là réunis qui font qu'on n'avance pas beaucoup. Tant qu'on n'aura pas notre gouvernement qui nous accompagnera, qui nous épaulera et qui nous donnera des vrais outils pour être des meilleurs éco-citoyens, on se limitera toujours à un mur. Et si vous faites votre recyclage, mais que votre mairie n'a pas de système de collecte de recyclage, le fait que vous ayez trié votre plastique ne sert pas à grand-chose. Donc assurez-vous que les gens autour de vous, le système autour de vous, soit enclin à vous aider dans vos actions, par le vote, par la manifestation, par la participation à des consultations publiques, plutôt que de penser que vous êtes l'alpha et l'oméga de la pollution sur Terre en tant que petit individu. Beaucoup de termes très fatalistes ont été écrits. Peut-on être encore optimiste pour notre planète? Ça dépend comment j'ai dormi. Si j'ai bien dormi, je suis optimiste, sinon, bof, bof. Et toi ? Moi, je crois qu'il faut être réaliste, mais moi, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste et de croire qu'on va pouvoir faire évoluer la tendance dans laquelle on va, qui va bien trop vite, mais qu'on va arriver à faire changer les choses. Donc oui, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'y croire, en fait, parce que c'est les meilleures conditions qu'on pourrait avoir pour continuer la vie telle qu'on la connaît, en tout cas continuer l'écosystème planète tel qu'on le connaît aujourd'hui. À ce niveau-là, je suis plutôt optimiste fataliste, un joyeux mélange des deux. Je suis optimiste quoi qu'il va y arriver, mais ce qui arrivera, arrivera et on fera avec ce qu'il y a à ce moment-là. Il y a un proverbe africain qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.
Et je pense que ces questions d'environnement au sens large, et il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a toutes les questions environnementales qui se recoupent. Et ben c'est des processus de fond et de long terme, un peu comme un arbre qui pousse, quoi. On n'a pas les résultats tout de suite. Donc si on a envie de s'engager, il faut y aller. Il faut y aller le plus vite possible parce qu'en fait, voilà, c'est comme un arbre. On verra les fruits dans plus longtemps, mais il ne faut pas attendre 10 ans pour y aller, quoi.